vide. Bon, voilà. Et après, c'est effectivement une question de discours conceptuel, tout ça. Donc il y a de l'écart qui se produit. Oui, il y a toujours du décalage systématiquement pour chacun des points qui n'est jamais identique à lui-même. Je ne vois pas pourquoi ce que j'appelle là, les plaquants, vacillation, au niveau même de cette reprise, une complexification du nœud, là c'est un nœud 7-4, mais je pourrais faire plus simple, non, pardon, plus compliqué. Plus compliqué, ça se reprend aussi bien, puisque j'ai dit que la structure asphérique se conjoignait, enfin se résumait en un point de récursivité particulier. Un point, c'est un point tout à fait fictif, qui n'a rien de structural topologiquement parlant. La bande de Möbius, elle n'a pas pour ses bords un dessus-dessous particulier qui me permettrait de jouer d'un point comme en géométrie banale en termes de section. C'est faux. Il n'y a pas ce point, il n'existe pas le point là. C'est comme quand Lacan fait fond sur des points fictifs du plan projectif. Pareil, c'est un point fictif du plan projectif aussi. C'est un point de conjonction d'un certain nombre d'éléments, où je dis bien que la vacillation qui vaut dans la bande de Möbius, elle vaut dans ce point qui la représente en termes de nomination. La nomination vacille aussi, elle vacille conceptuellement, mais c'est une vacillation dans le bon sens. Ça ne donne pas de la pathologie, hein, ça donne justement de la mobilisation qui permet à l'acte de se redéfinir à chaque étape, différemment de ce qu'il était à l'étape d'avant. Donc comme ça, on peut avancer. La même chose pour le signifiant qui se redéfinit à chaque étape, autrement qu'il ne s'était défini l'étape d'avant. Il n'y a pas de garantie. Je veux dire, si l'oscillation produit une désorganisation du vide et que ça fasse du plein et qu'on tombe du côté de la pathologie. Non, si ça bouge, non, mais j'en sais rien. Si vous voulez dire que c'est une mayonnaise qui doit prendre et qu'elle devient plus solide, j'en sais rien. Moi, j'ai envie de dire qu'on est en train de mélanger pour que justement il n'y ait rien qui se précipite au fond. C'est plutôt comme ça qu'on remet tout en circulation, on remet tout en solution plutôt. Ou dans une différence de phase, puisqu'on en parle comme ça aussi, dans une différence de phase, on va dire de l'huile et de l'eau, et ben on va faire une émulsion en mélangeant, mais c'est pas une solution en quelque cas. Ça dit bien ce que ça dit dans tous les jeux de mots qu'on peut. Mais ce qui compte, je crois, dans tout ça, c'est ce qu'il peut y avoir de fonctionnel dans l'affaire par rapport à ce qu'il peut y avoir d'objectal, avec différents types d'objets pour chaque méridien, hein, entre les objets proprement imprédicatifs de la psychanalyse, petit a, S barré, S2, que je prends pour des objets, hein, un objet linguistique, le S2. Le sujet, moi, idéal, c'est un objet, l'objet A, j'en parle pas autrement. Donc, mais ce sont des objets qui sont tous fonctionnels, et qui indiquent bien qu'ils sont de l'ordre d'une transaction. Il y a de sujets que dans une interlocution. Il y a de signifiant que dans un rapport à un autre signifiant. Il y a d'objet A que comme transaction prise en objet. Bon, c'est autre chose que des objets marqués prédicativement dans chacun leur unicité. Chacun son unicité. Même leur unicité commune. Pourquoi pas. Bon, dans tout ça, c'est dire que c'est le fond de la psychanalyse, je vous le rappelle. Dès que je parle de fonction et d'objet, on est dans le trouble dit du souvenir sur l'acropole. Qu'est-ce que c'est que le problème du souvenir de Freud? Pour moi, c'est effectivement la question du synthétique a priori. Parce que Freud récuse le synthétique a priori avec lequel il fonctionne, du coup il se retrouve dans une défaillance qui rapporte au temps et à l'objet quand en fait il s'agit non pas du temps passé et de l'objet présent, mais du temps de la présence et de ce qui échappe comme fonction paire dans l'affaire, et qui lui est problématique, c'est-à-dire c'est pouvoir faire en sorte que la récursivité tienne la route dans son propos. Bon, alors c'est quelque chose qui est arabuste, je vous rappelle, 32 ans.
32 ans, c'est tout le montage de la psychanalyse, c'est tout le montage du template de la psychanalyse, de la théorie de Freud. Donc un rapport fonction-objet. Fonction, pour repréciser les choses, donc fonction père et objet acropole. Bon. On voit bien que l'analyse de Freud se développait là, dans toutes les incertitudes, là pour le coup, hein, dans toutes les vacillations qui sont les siennes dans cette analyse. Parce que quand même, s'il l'analyse en 1936, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas pensé depuis 1904. Enfin, c'est pas un souvenir qui ramène de 30 ans en arrière. C'est un truc qui l'a ennuyé régulièrement. Donc il était incapable d'interpréter jusqu'à ce qu'il s'en donne les moyens, on va dire, grâce à un tiers avec lequel il est plus ou moins en accord, plus ou moins en désaccord, qu'est Romain Rolland, et qui permettent justement de remettre en jeu cette difficulté d'intégrer l'inconscient et la fonction père, même chez Freud, même pour Freud, tout le monde en est là. Difficile de faire avec ce qui échappe. Une fois de plus, ça échappe, non pas pour disparaître. Je parle de l'échappement autrement que fait Freud. Ça échappe pour produire quelque chose de neuf. On est dans une production. La vacillation, c'est une vacillation de la productivité du vide. C'est pas une production d'un plein ou je ne sais quoi. Mais je peux reprendre tout ça dans d'autres termes, hein, qui sont ceux de Lacan. Si j'avance doucement, je fais quelques pages là aujourd'hui. Page 28, il s'agit bien de ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis qu'il y a une question du continu qui est posée, avec le réel du symbolique, c'est-à-dire les nombres réels, pourquoi pas. Et puis c'est un continu de surface, on est dans les complexes et au-delà, dans des multidimensions. Bon, et il y a un discontinu qui définit les objets dans leur différence. N'empêche que ce que je soutiens, c'est que et j'ai fait tout un séminaire que je vais rappeler sur dérivation, sur cette identité entre continu et discontinu. Sur cette continuité entre continu et discontinuité. L'identité, c'est pas forcément le bon mot. Hein. Bon. Et effectivement, quand vous interrogez sur l'ouverture, moi je suis bien d'accord. Je critique constamment des dessins asphériques en disant que je reconstitue de l'origine là où j'aurais m'en passer. Autrement dit, faire une bande de Möbius qui forcément se présente comme fermée, comme n'importe quelle courbe de Jordan, je préfère la garder ouverte, quitte à jouer de plusieurs maillages hein, dans tout ça. Bon, je ne sais pas quel est le départ, quelle est la fin, je ne suis pas assez topologue des tricots. Si quelqu'un faisait le boulot, ça serait intéressant. Donc je suis page 28. Là. Donc, je vais quand même faire la jonction avec la page 27. Pour me laisser aller à quelques métaphores, Eurydice 2 fois perdue, telle est l'image la plus sensible que nous puissions donner dans le mythe de ce qu'est le rapport de l'Orphée analyste à l'inconscient. En quoi, si vous me permettez d'y ajouter quelque ironie, l'inconscient se trouve au bord strictement opposé de ce qu'il en est de l'amour. Pourquoi pas? L'amour, moi je me mettrais effectivement là de ce que peut être un amour pour l'objet, précisément. Là, je suis déjà plus dans le schéma quadrique de Freud, dans l'introduction du narcissisme. Hein. Donc, et l'inconscient, je le mets effectivement là. En cela, ça se trouve au bord strictement opposé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une continuité entre les deux. Donc, la phrase de Lacan, en quoi, si vous me permettez d'y ajouter quelque ironie, l'inconscient se trouve au bord strictement opposé de ce qu'il en est de l'amour, dont chacun sait qu'il est toujours unique, et que la formule « une de perdue, 10 de retrouvée » y trouve sa meilleure application. La discontinuité entre les femmes, je suppose. La discontinuité, telle est donc la forme essentielle où nous apparaît d'abord l'inconscient comme phénomène. Comme phénomène, c'est-à-dire du côté prédicatif objectal. Hein. La discontinuité dans laquelle quelque chose se manifeste comme une vacillation. On y revient. Très clair. Or, si cette discontinuité a ce caractère absolu inaugural dans le chemin de la découverte de Freud, devons-nous la placer, comme ce fut ensuite la tendance des analystes, sur le fond d'une totalité.
je pisterai vacillation à un autre moment dans tout le discours de Lacan. Or, si cette discontinuité, oui, d'accord, est-ce que le 1, comme dit Lacan, est antérieur à la discontinuité? Est-ce que l'un est antérieur à la discontinuité? Je ne le pense pas. Et tout ce que j'ai enseigné ces dernières années tendait à faire virer cette exigence d'un fermé, mirage auquel s'attache la référence au psychisme d'enveloppe, sorte de double de l'organisme où résiderait cette fausse unité. Vous m'accorderez que le 1 qui est introduit par l'expérience de l'inconscient, c'est le 1 de la fente du trait de la rupture. Ici jaillit une forme méconnue du 1, le Un de l'Unbewusst. Disons que la limite de l'Unbewusst, c'est l'Unbegriff, non pas non-concept, mais concept du manque. Où est le fond? Est-ce l'absence? Non pas l'absence. La rupture, la fente, le trait de l'ouverture fait surgir l'absence. Comme le cri, non pas se profile sur fond de silence, mais au contraire le fait surgir comme silence. Bon, la structure du vide, c'est pas une structuration seulement de cette fonction, de ce qu'est une fonction en tant qu'elle est évidée, c'est que le vide apparaît comme vide du fait qu'il soit structuré. Voilà ce que dit Lacan. Il faut avoir des concepts du manque, dit-il, je préfère dire du vide en l'occurrence. Mais c'est un concept d'ouverture, donc de rupture, de fente, etc. Donc, pourtant, on pourrait concevoir que le vide est vide, alors que oui, ça c'est classique, ça. Le manque peut manquer à quelqu'un ou à quelque chose. Non, mais le problème, c'est que si le vide venait à manquer, si le vide lui-même venait à manquer, le quelqu'un en question serait pieds et poings liés. Il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est parce qu'il y a du vide, parce qu'il y a de la fente, parce qu'il y a de la productivité, et qu'il y a de l'acte, et qu'il y a du sujet comme sujet de l'acte, qui peut avancer lui-même, et qui se donne de l'existence du fait de son acte. Sinon, il n'existe pas. Donc Lacan précise, je saute beaucoup, vous verrez, encore question d'achoppement, de rayure, d'effacement, il en dit beaucoup. Donc à propos de l'oblivium et ce qui efface. Donc l'inconscient se manifeste toujours comme ce qui vacille dans une coupure du sujet, d'où ressurgit une trouvaille que Freud assimile au désir que nous situerons provisoirement dans la métonymie dénudée du discours en cause, où le sujet se saisit en quelques points inattendus. Toujours la sérendipité avec l'inattendu, du désir. C'est-à-dire que, dans mes termes, moi je dirais que je n'existe que depuis la béance. Donc là je saute dans les pages, enfin la séance suivante. On reprend la question du non réalisé. Enfin, j'en ai déjà dit pas mal. Mais je suis page 34-35 à propos, non pas seulement là, de la vacillation, mais de ce qui est élusif, allusif peut-être, évasif. Le statut de l'inconscient que je vous indique si fragile sur le plan ontique et éthique. Freud, dans sa soif de vérité, dit « Quoi qu'il en soit, il faut y aller parce que quelque part cet inconscient se montre. » etc. Bon, quand même, je vous lis selon les associations de Lacan. Cela nous a amené à beaucoup d'autres choses dans le champ où nous avons été conduits par cette démarche initiale, celle de Freud, par la discontinuité que constitue le fait qu'un homme découvreur, Freud, a dit « Là est le pays où je mène mon peuple ». En référence à Moïse. Longtemps, ce qui se situait dans ce champ a paru marquer des caractéristiques de sa découverte d'origine, le désir de l'hystérique. Mais bientôt s'est imposé tout autre chose qui, à mesure qu'il était découvert plus avant, était toujours formulé avec retard à la traîne. On en est là aussi. C'est même pas un défaut freudien,
c'est un fait de structure. C'est que la théorie n'avait été forgée que pour les découvertes précédentes. Je ne sais pas comment Lacan l'entend, il faudrait là aussi revoir la sténo. Est-ce que la théorie se contente de théoriser ce qui est déjà apparu, ou bien, pour ces découvertes précédentes, sont entièrement dépendantes d'une théorie? Freud dit que non, hein. Il dit qu'il faut se départir, et Lacan le suit là-dessus, de conception du monde. Moi je dis que oui. Je pense qu'il nous faut une conception du monde, c'est-à-dire une axiomatique, un schématisme, un templé, pour s'assurer d'une productivité. Et que ce qu'on va découvrir va dépendre de ce qu'on aura mis en place pour le découvrir. Mais on va le découvrir dans la mesure où ça a été forgé, c'est construit, le réel est construit, à mon sens. C'est pas seulement une mise à nu de ce qui existerait, recouvert, entaché, peinturluré autrement. Bon, alors je vous lis Lacan, alors vous relirez, ça c'est dans la sténographie, dans la séance du 29 janvier 64. Donc, ça restait marqué du désir hystérique, mais bientôt s'est imposé tout autre chose, qui, à mesure qu'il était découvert plus avant, était toujours formulé avec retard à la traîne. C'est que la théorie n'avait été forgée que pour les découvertes précédentes. Moi, je préfère l'entendre d'une manière constructive à ma façon, c'est-à-dire qu'il n'y a de théorie que pour produire quelque chose qui, par après, se dévoilera comme étant déjà là, et la théorie aussi. Donc les découvertes précédentes, c'est celle dont il a été question là, à mon avis. Moi, la théorie forge les découvertes. De sorte que tout est à refaire, y compris ce qui concerne le désir d'hystérique. Cela nous impose une sorte de saut rétroactif. Donc là, on retrouve la question de l'écart, du décalage, de l'Einstellung, voilà, qui correspond à un saut. Si nous voulons marquer ici l'essentiel de la position de Freud touchant ce qui se passe dans le champ de l'inconscient, ce n'est pas sous un mode impressionniste que je veux dire que sa démarche est ici éthique. Je ne pense pas se faire le courage du savant qui ne recule devant rien, image à tempérer, comme toutes les autres. Si je formule ici que le statut de l'inconscient est éthique, non point ontique, c'est précisément parce que Freud, lui, ne met pas cela en avant quand il donne son statut à l'inconscient. Et ce que j'ai dit de la soif de la vérité, qui l'anime, est ici une simple indication sur la trace des approches qui nous permettront de nous demander où fut la passion de Freud. Oui, moi je franchis des étapes que Lacan ne franchit pas encore, bien sûr. Moi, à ça, je réponds que la passion de Freud, ça me rappelle le film, bien sûr. C'est pas comme pour Breuer, Fliss, Jung et je ne sais qui, de se prendre de passion pour une patiente. C'est construire un templé pour Freud. La passion de Freud, c'est le templé qu'il construit avec toute son œuvre. Donc Lacan, dans la même page, va parler de topologie freudienne. Le cas sans béance, je n'existe pas. Séance suivante. Page 44, où il reprend Lohn-Begriff, ou Begriff de l'un originel, à savoir la coupure. Là, il est clair, hein, la coupure, c'est l'un. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas comment il l'a prononcé, il faudrait l'entendre. Ça doit être c'est le concept de Lohn originel, à savoir la coupure. Bon. Mais comme il a parlé de l'un et de Lohn de la même manière, cette coupure, je l'ai profondément liée à la fonction comme celle du sujet dans sa relation constituante au signifiant lui-même, etc.
Je n'ai cessé d'accentuer dans mes propos précédents la fonction en quelque sorte pulsative de l'inconscient. On s'y retrouve. Hein. Quand on lit Lacan en diagonale, je veux dire, c'est d'autant plus lumineux parce qu'on n'a pas à faire une démarche qui, comme pour toutes, est assez annonante. Voilà. Et bon, il reprend des choses essentielles. Il se relie d'une séance à l'autre, hein, donc ça lui est plus facile, ce que je ne fais pas. Je n'ai cessé d'accentuer dans mes propos précédents la fonction en quelque sorte pulsative de l'inconscient, la nécessité d'évanouissement, pareil chez Bataille, hein, qui semble lui être en quelque sorte inhérente. Tout ce qui un instant apparaît dans sa fente, on dirait vraiment du Bataille, semblant être destiné, de par une sorte de préemption, à se refermer, comme Freud lui-même en a employé la métaphore, à se dérober, à disparaître. Bon, je passe. Donc je reviens quand même, page 45 en bas. Là où c'était le Hic, le sujet, pas la psychologie, le sujet doit advenir, et pour savoir qu'on y est, il n'y a qu'une seule méthode, c'est de repérer le réseau. Et un réseau, ça se repère comment? C'est qu'on retourne, qu'on revient, qu'on croise son chemin, et que ça se recoupe toujours de la même façon, et qu'il n'y a pas dans ce chapitre 7 de la science des rêves d'autres confirmations à sa Gewissheit, c'est-à-dire à sa certitude. Parlez de hasard, messieurs, si cela vous chante. Moi, dans mon expérience, je ne constate là aucun arbitraire, car ça se recoupe de telle façon que ça échappe au hasard. Moi, j'ajoute que ça échappe dans ce que ça produit. Page 48, 49, question du temps de l'inconscient. La loi du désir. Je pense que la loi du désir, qui est quand même une loi de la question de la refente et de l'ouverture, hein. C'est pas le désir que ce soit bouché, au contraire, c'est le désir que ce soit maintenu. C'est comme ça que Freud va parler de persistance indécrottable, disons, du désir. C'est suspendu au nom du Père, dit Lacan. Freud s'avance soutenu par un certain rapport à son désir et par ce qui est son acte, à savoir la constitution de la psychanalyse. D'accord ? C'est ce que j'appelle templé. Donc toute la question du retour, dont Lacan va parler à propos du texte sur souvenir répété par Laboré, ou ça doit être traduit par remémorer, répété par Laboré. C'est quand même la question du retour, hein. Du retour sur ce qui n'était pas, à partir de ce qui n'était pas. C'est mal de le dire comme ça. À partir de ce qu'en quoi ce fonctionnel, forcément évidé, pour que ce soit fonctionnel, implique de construction de ce qui va advenir, avec un retour sur justement non seulement c'est-à-dire des choses, des objets, du prédicatif qui n'y étaient pas, mais beaucoup plus avant, qu'il y a donc ce concept de l'un, de ce qui n'était pas, ce concept de la béance inaugurale, que je redispose là encore dans une structuration qui vaut conceptuellement comme hypothèse. C'est là que j'indique que le point de départ du signifiant, c'est de l'hypothétique, non pas une théorie hypothétique, mais de l'hypothèse à l'œuvre comme mode de construction. J'ai encore sauté une séance après. Mais tout ça, on en parlera aussi, on y reviendra forcément à propos de la rencontre en 2018. Vous voyez ce vers quoi je vous dirige, page 56. Vers la symétrie de cette structure qui me fait, après le coup du réveil, ne pouvoir me soutenir en apparence que dans un rapport avec ma représentation,
laquelle, en apparence, ne fait de moi que conscience. Reflet en quelque sorte involutif dans ma conscience, ce n'est que ma représentation que je ressaisis. Ouais. C'est pas symétrique, hein, à mon avis. Je pense que cette symétrie est quelque peu leurrante. Une fois de plus, je considère que Lacan, qui souvent fait le choix de la symétrie, de là plus loin symétrie, fait un mauvais choix du fait de ce qu'elle implique de fixité, cette symétrie. Donc, qu'elle soit involutive au sens où elle se referme sur elle-même, pourquoi pas. Si elle se referme jusqu'à s'évanouir et disparaître, c'est encore mieux. Je crois que la symétrie n'est qu'un certain leurre que je préfère remplacer par la mise en continuité du continu et du discontinu, donc de la dérive et de la dérivation, de la signifiance et des effets de signifié au total. Mais dans involutif, il y a aussi un effet de production qui joue, de savoir qu'est-ce que ça peut signifier. C'est pas seulement impliciter quelque chose, c'est aussi le jouet de consécution. Ce qui est involutif, effectivement, c'est que si l'ensemble de mon désir tel qu'il s'organise dans le rêve disparaît à mon réveil, qu'est-ce qui va me rester que la représentation tout à fait consciente que je pourrais avoir de ce qui sera joué pendant mon sommeil, mais qui sera forcément faussante. Donc c'est avec cette... j'hésite un peu à dire falsification. Hein. Donc, le falsidique n'étant pas faussant pour moi, donc c'est pour ça que j'hésite. Donc je peux supprimer le terme de faussé, mais dans tous les cas c'est falsidique, c'est-à-dire que c'est en termes de conscience qu'on aura cherché à rendre compte de l'inconscient, et donc il faut se méfier des souvenirs des rêves. Ça va de soi. Il y aura toute une séance sur les pulsions, donc je ne vais pas réinsister sur les pulsions. On reviendra sur la manière dont Freud réorganise justement cette transformation et l'ensemble de ces contournements et ces détours de la pulsion qui définissent les modes de vacillation en jeu dans cette organisation pulsionnelle dont il va donner pour beaucoup la pathologie. Bon, on s'en tient là aujourd'hui. Prochaine, c'est Freud, hérédité et quoi et machin chose des névroses. Et construction des névroses. L'étiologie des névroses. Oui. J'allais dire, en fait, j'imaginais qu'entre fonction et objet, ça faisait comme un boomerang qui ne tombait jamais par terre. Oui, quand ça tombe par terre, on est dans la pathologie. Mais donc le pôle du côté récursif, il est beaucoup plus densifié que le pôle. Pour moi, oui. Oui, il est plus densifié parce que l'infini de l'altérité correspond à un allègement à chaque fois. C'est-à-dire que les unités sont beaucoup plus longues, on va dire, tandis qu'elles se raccourcissent. Il faut maintenir cette idée du côté de l'intensification intentionnelle de la récursivité. Mais néanmoins indiscernable. Mais néanmoins... Indiscernable. Qu'est-ce qu'il y a indiscernable, les deux. Les deux. Oui, parce qu'à chaque fois on a affaire à un infini et que de prime abord on ne distingue pas les infinis comme ça. C'est une erreur, je crois. Pour parler d'indiscernabilité d'une manière convenable, il faut partir des éléments discernés. Sinon, on laisse tomber un des
jouer un des facteurs de ce qui est asphérique. Il faut bien que localement ça soit distingué pour que globalement on puisse dire que malgré tout, c'est identifié.